Bonjour à tous, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Grigori Raspoutine. Il était grand et fort, une lueur flamboyante dans les yeux, chantait Boney M. Chez la plupart des gens, il inspirait la terreur et la crainte. Mais pour les poulettes de Moscou, c'était un amour. Le tube planétaire a résumé en quelques mots tout le mythe Raspoutine. Prêcheur flamboyant, adoré des femmes jusqu'à l'impératrice, sauvagement assassiné, l'homme n'a cessé de hanter les mémoires collectives. Aventurier, guérisseur, pèlerin itinérant, incarnation du diable ou intrigant, Raspoutine, c'est sans doute tout cela à la fois. À l'origine du mythe Raspoutine, il y a l'homme, Grigori Efimovitch Raspoutine, né en 1869 en Sibérie et mort en 1916 à Petrograd. Et il a si bien accompagné le tsarisme en déliquescence qu'il a fini par le symboliser plus fortement que le dernier des Romanov. Ascète ou débauché, le petit Grigori naît donc en 1869 dans le district de Tyumen, en Sibérie occidentale, non loin des monts Oural. La famille est relativement aisée, ses parents de petits paysans propriétaires de terre. Tout jeune, Grigori réchappe à la mort en tombant dans l'eau glacée avec Andrei, son frère aîné. Les deux enfants attrapent une pneumonie à laquelle seul Grigori survit. À compter de cet épisode, il multiplie les maladies et il est tenu au village pour idiot ou pour voyant, une ambiguïté qui ne s'affadira pas avec le temps, mais bien au contraire. Fréquentant assidûment les monastères et les écoles de théologie, parcourant la Russie et l'Europe jusqu'en Sibérie pour ses nombreux pèlerinages, quoi qu'il en soit, il se marie en 1888 avec une jeune paysanne, Praskovia Fyodorovna, qui donne naissance entre 1895 et 1900 à 5 enfants dont 2 meurent en bas âge. Guerre étouffé par l'instinct paternel, Grigori abandonne la Sibérie à l'automne 1903 pour Saint-Pétersbourg. 1 an et demi plus tard, il débarquera au palais impérial, la vie de palais. En fait, l'homme est assez laid, à ce que l'on dit. Les traits de son étroit visage grossier apparaissent dominés par un nez large, asymétrique, Camus. Ses yeux s'enfoncent fortement dans les orbites creusées par les typiques pommettes hautes, ses lèvres épaisses disparaissent sous la fameuse barbe. Pourtant, il parvient à charmer la bonne société pétersbourgeoise. Comme en Sibérie, il s'improvise starets, maître spirituel charismatique. Pour l'élite de la capitale, il est presque un chaman. On vient le trouver pour ses conseils, des sermons et surtout pour ses dons de guérisseur. À force de fréquenter les salons, il rencontre Olga Lokitina, qu'il guérit ou prétend guérir d'une neurasthénie à laquelle le présente à son tour à Anna Virubova, amie et confidente de la starine Alexandra. Raspoutine se produit alors à Saint-Pétersbourg ou au palais impérial de Tsarskoye Selo, la résidence principale du tsar, dans des séances d'exorcisme et de prière. Rapidement, il est admis au contact du peuple impérial. Il devient le moujik qui parle à l'oreille des tsars. Son principal fait d'armes a lieu en 1912. Le tsarevitch Alexis, héritier du trône, est hémophile. S'il meurt, c'est toute l'autocratie qui est menacée. Or, en octobre 1912, lors d'un séjour de chasse de ses parents en Pologne, il se blesse à la jambe et l'hématome prend de l'ampleur. Les médecins se disent impuissants et les derniers sacrements sont administrés au tsarevitch. Averti, Raspoutine entre en extase devant l'icône de la Vierge de Kazan. Il envoie ensuite au palais ce message: n'ayez aucune crainte, Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières. Ne vous inquiétez plus, le petit ne mourra pas. Aussitôt, l'état de santé d'Alexis s'améliore, l'hémorragie s'arrête, ses douleurs s'apaisent. On crie au miracle, la tsarine appelle Raspoutine son sauveur et son maître. Elle exige de l'avoir toujours à ses côtés pour maintenir son fils en vie. Le maître des intrigues de la cour, on murmure beaucoup dans le sillage du nouveau favori de la tsarine, à l'instar des premières stars de l'époque, comme l'acteur Ivan Mosjoukine ou la ballerine Anna Pavlova. Les commérages sur Raspoutine sont légion. On lui prête des conquêtes innombrables parmi les femmes de la haute société, des amours ancillaires ou tarifés et même des viols. À partir de 1911, on entend des rumeurs sur son commerce charnel avec la starine.
D'autres, au contraire, évoquent un Christ, un castrat où, peu s'en faut, aidant des femmes à se délivrer de leur appétit charnel. À partir de 1912, Rasputin exerce en politique un rôle considérable. D'abord, dans les matières ecclésiastiques, en 1916, on estime qu'un tiers des évêques étaient des fidèles de Rasputin. En politique intérieure, il n'a que peu d'influence jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et le départ du tsar Nicolas II pour le front, laissant son gouvernement gérer les affaires quotidiennes, Rasputin a alors le champ libre pour souffler les noms à l'oreille de la tsarine et manœuvrer pour obtenir des postes à ses fidèles. Conseillé par ses tsarettes, la tsarine Alexandra va jusqu'à donner à Nicolas II des conseils en stratégie militaire. La guerre tournant au désastre, la situation politique se tend. À la Douma de 1916, Rasputin et la tsarine, d'origine allemande, sont ouvertement accusés d'intelligence avec l'ennemi. L'assassinat est la légende. Rasputin se fait de plus en plus d'ennemis. L'Église qu'il a comme créée, à laquelle il a totalement échappé, l'extrême droite qui n'apprécie pas de le voir condamner les violences antisémites lors de la retraite de l'armée, la famille Yusupov, enfin jalouse des faveurs que lui accorde la famille impériale, le jeune Félix Yusupov, l'homme le plus riche de Russie, décide de monter une conjuration à laquelle il associe entre autres le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le cousin préféré de Nicolas II, le député d'extrême droite Vladimir Pouritchkevitch, le célèbre antisémite et un médecin qui fournira le poison. Le soir du 16 décembre 1916, Rasputin est invité à son palais par Félix Yusupov sous le prétexte de rencontrer son épouse, la grande-duchesse Irina, nièce du tsar. On lui sert des gâteaux au cyanure et des verres de vin assaisonnés à l'avenant. Les versions ensuite diffèrent. Rasputin a-t-il ingurgité les substances mortelles? Quoi qu'il en soit, l'homme semble plus saoul que mourant. Exaspéré par l'échec de cette première tentative, Yusupov s'empare du revolver de Pavlovitch et fait feu visant le cœur de Rasputin qui s'effondre. Dans ses mémoires, Yusupov raconte qu'alors, il s'approche du cadavre pour l'examiner. Le starets se relève et tente de l'étrangler. S'en serait suivi une lutte à mort au cours de laquelle Rasputin aurait fini par être achevé par balle par Yusupov lui-même et deux conjurés venus en renfort. Le petit groupe largue le corps dans la Neva. Selon la légende, l'autopsie aurait révélé la présence d'eau dans les poumons. Rasputin serait mort noyé. 3 mois après sa mort, le tsar Nicolas II est contraint d'abdiquer. Il sera massacré avec toute la famille Romanov dans une cave la nuit du 16 au 17 juillet 1918, alors que la Russie basculera dans la guerre civile. Ainsi en est-il suite à ce drame, à cette tragédie. Merci de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos et je vous dis à tout bientôt